Donc là, nous allons directement vers le médical et bien sûr, je vais cacher un peu son nom en fait. Donc, générique et nous reviendrons avec le premier docteur. Et oui, effectivement, la santé ou le médical a toute sa place dans cette émission. Docteur Oumaima, salam alaikum, bonjour. Alaikum salam, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, Très alhamdoulilah. bien. Donc, il faut qu'on vous présente quand même, en fait, votre spécialité, ce que vous faites, hépato-gastro. Alors, déjà, on aimerait bien s'arrêter un peu à ces deux termes. Je crois qu'il y a un troisième terme. Oui. La spécialité, ça s'appelle hépato-gastro-entérologie. D'accord. Hépato, c'est le foie, gastro, c'est l'estomac, entérologie, c'est les intestins. Il y a trois voilà. membres du corps, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est l'intitulé de la spécialité, mais en fait, elle englobe tout le système digestif. D'accord. Et le système digestif, c'est le tube digestif qui va de la bouche à l'anus, et les organes qui sont accolés, qui aident au fonctionnement du tube digestif. Donc il y a le foie qui fabrique la bile, et les canaux biliaires qui amènent la bile du foie vers les intestins, et entre autres choses, le pancréas qui est aussi un organe qui est accolé à l'intestin, qui fabrique beaucoup de choses, mais entre autres les enzymes aussi de la digestion. Donc c'est tout ça, le système digestif. C'est vraiment une usine en fait. Oui. Voilà, c'est tout un système en fait. C'est tout un système. Quand il marche bien, et quand il ne marche pas bien, il dérègle un peu le reste. Peut-être la première question à laquelle en fait nous sommes attachés, on aimerait bien avoir des réponses d'un docteur spécialisé, c'est que est-ce qu'il y a un lien entre la rupture en fait entre ne pas jeûner, priver, ne pas manger, ne pas boire et le gastro ou hépato? En fait, tout ce système digestif. Le système digestif, il fonctionne différemment quand on lui donne à manger et quand on ne lui donne pas à manger. Ah, il fonctionne même si on ne lui donne pas à manger? Il fonctionne même si on ne lui donne pas à manger. Ah bon? Oui. Parce que en fait, ce que nous avons comme en fait, dans notre culture, en fait, culturelle, je crois que tout le monde serait d'accord pour dire que l'idée que nous avons, c'est que lorsqu'il n'y a pas à manger, donc il s'arrête de fonctionner. Eh ben non. Il ne s'arrête pas de fonctionner. Il s'arrête pas. Déjà parce que c'est pas juste là, c'est pas juste un tuyau, c'est un organe. Ça veut dire que c'est un tissu vivant. Ah, donc il a besoin d'être alimenté. Donc quand on jeûne, effectivement, il fait moins d'efforts lui-même. Donc il a moins besoin d'être alimenté. Donc il y a moins d'irrigation de sang, de nutriments vers ces organes-là. Mais le système est bien fait de telle sorte que quand on mange, normalement on reçoit, et quand on arrête de manger, eh ben, le système propage. Le but, c'est quand même que l'alimentation, elle passe de haut en bas. Et c'est pas juste la gravité qui fait ça, parce qu'on digère même quand on est allongé, quand on dort. Donc le tube digestif fait qu'il y a des ondes de contraction, il y a un muscle qui contracte segment par segment pour faire arriver, pour faire progresser le bol alimentaire. Donc pendant les périodes de jeûne, déjà jeûne classique, c'est-à-dire même pas forcément jeûne ramadan, mais quand on ne mange pas, entre le petit déjeuner et le déjeuner, entre le déjeuner et le dîner, c'est là où les plus grosses ondes de motrices pour la progression du bol alimentaire arrive. Donc c'est là où on progresse le plus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est ce qui explique, parfois on a des bruits, on ne comprend pas trop quand on jeûne, ça gargouille. En fait, c'est parce que ces ondes-là, elles se font quand même, mais c'est juste qu'il y a plus de moments quand on jeûne où elles font progresser de l'air et pas de l'alimentation. Et donc ça fait ces bruits-là, ça gargouille. Ah oui, d'accord. Parce que... Donc il ne faut pas avoir peur. Non, il ne faut pas avoir peur. Non, parce que c'est vrai. C'est pas particulièrement parce qu'on a faim. C'est juste parce que c'est vide et que ça contracte quand même, mais ça contracte de l'air. Ah, donc notre organe en fait digestif, il fonctionne quand même, en fait, il fonctionne tout le temps. Voilà, ça c'est le tube digestif. Et après, le pancréas et le foie, ils continuent toujours à fabriquer leurs enzymes. C'est juste qu'elles coulent moins, on va dire, dans l'intestin, parce qu'il y a moins besoin. Mais tout ça, ça fonctionne. D'accord, ok. Parce que, en fait, la plus grande question que se posent beaucoup de musulmans, c'est que, est-ce que le fait de ne pas manger va avoir des effets négatifs sur notre digestion, sur le système, en fait?
Alors, il y a deux choses, en fait, pendant Ramadan. Il y a le jeûne et il y a la manière de manger. Ça, c'est Parce qu'en fait, il y a des études qui disent qu'on ne mange pas la même chose quand on jeûne et quand on jeûne pas. On se rend bien compte, de toute façon, on n'a pas autant de temps pour manger qu'en temps non Ramadan. Et ensuite, on n'a pas les mêmes envies, parce que le corps ne demande pas la même chose. D'accord. Donc effectivement, si on boit moins d'eau, si on élimine certains aliments de notre alimentation, eh ben, il y a des gens qui vont se sentir plus vite, qui vont être plus facilement constipés. Ensuite, en fonction de comment on rompt le jeûne aussi et ce qu'on mange suhour, on va avoir l'impression que très vite c'est lourd sur l'estomac et qu'on a du mal à digérer. Mais en fait, c'est juste qu'il faut manger différemment. Et quand on adapte son alimentation, les choses se font très bien. Est-ce qu'il y a des explications médicales aujourd'hui? Le fait que la majorité, en fait, je caricature un peu, en fait, ils ont cette constipation. Est-ce que la constipation, ça s'explique aujourd'hui médicalement pendant le Ramadan? Ça, on le sait. Tout le monde, en fait, là, on le vit. La constipation, classiquement, c'est lié à alors, il y a des règles, on dit hygiéno-diététique pour améliorer le transit et pour faciliter justement et éviter la constipation. L'activité physique, alors c'est pas l'activité physique le marathon, c'est marcher 30 minutes par jour en tout, c'est déjà une activité physique. L'hydratation, il n'y a pas besoin de boire 4 litres par jour. En fait, classiquement, on dit entre 4 et 6 verres par jour. Ça, c'est la base. Si on ne fait pas d'efforts, 4 à 6 verres par jour, c'est la base, donc pas moins. Et l'enrichissement en fibres. Les fibres alimentaires, c'est ce qui va enrichir le bol alimentaire dans le côlon pour faire en sorte que les selles soient plus faciles à transiter. Pardon, qu'est-ce qu'on appelle fibres? Les fibres alimentaires, c'est ce qu'on retrouve dans les aliments qui vont aider à la fabrication des selles. Comme? Il y en a beaucoup finalement dans les légumineuses, dans les fruits secs et les légumes secs en fait. Ah oui? Voilà. Alors il y en a aussi dans les fruits verts, enfin les fruits crus, les légumes verts, mais il y en a plus par exemple dans 100 g de lentilles que dans 100 g de carottes. D'accord. Donc c'est les lentilles, les pois chiches, les petits pois cuits, les haricots secs. C'est très bizarre, c'est contrairement à ce que nous pensons nous tous en fait. Ouais. Non mais les fruits secs, ça on le sait. Les pruneaux, les figues séchées, les dattes. Pas au niveau des aliments qui contiennent des fibres, non. C'est l'idée que pendant le Ramadan, il faut éviter tout ce qui est fruits secs. En fait, c'est pourtant, on en mange. C'est peut-être culturel. Mais pourtant, on en mange bien. Parce que, on rompt avec des dattes, on mange des amandes, les soupes, il y a des lentilles, des pois chiches. En fait, il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est juste que on a tendance parfois à oublier et manger plus de choses, on va dire, dont on a envie et plus de choses moins riches en fibres alimentaires. D'accord. Qu'est-ce qui fait que l'estomac, en fait, l'estomac, vous allez nous expliquer en fait quand même des termes, tube digestif, le ventre, l'estomac, foie, bon, tout le monde, en fait, ce qu'on parle de l'estomac, on parle de quoi, médicalement parlant, en fait? L'estomac, c'est une poche. C'est un organe avec une entrée et une sortie. D'accord. Qui se trouve juste à la sortie du thorax, à la fin de l'œsophage. L'œsophage, c'est ce tuyau-là qui emmène les aliments de la fin de la bouche, de l'oropharynx jusqu'à l'estomac. Et l'estomac, il est suivi par l'intestin grêle. Donc c'est vraiment une poche. C'est un organe. Il a un début, une fin. D'accord. Et le ventre, ce qu'on appelle le ventre, en termes communs, c'est ce qu'on nous on appelle l'abdomen. Donc c'est ce qui va du thorax jusqu'au bassin. Et dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a tous les vaisseaux. Déjà, il y a les artères, les veines, les petites, les grosses. Il y a la colonne vertébrale qui est juste derrière. Et puis, il y a beaucoup d'organes creux. Il y a tout le tube digestif. Donc, c'est ce qu'on appelle le creux. C'est l'estomac, l'intestin grêle, 6 mètres d'intestin grêle, le côlon, le rectum. Et il y a les organes pleins. Donc, c'est le foie, la rate, les reins,
et le système urinaire, bon, qui fait aussi partie du creux. Mais tout ça, okay. C'est dans l'abdomen. Tout ça, c'est dans le ventre. Le ventre. Donc, quand on a mal au ventre, on peut avoir mal dans tout ça. Tout ça peut poser problème. Ok. En fait, vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous avez remarqué pendant le ramadan? Quel est l'organe le plus touché ou le plus abîmé, disons, par rapport aux jeûnes, je parle, par rapport au ramadan? Qui va le plus souffrir, oui. Par exemple. Oui, exemple. Classiquement, on le ressent tous, on est tous un peu plus fatigués. C'est parce que on a un peu moins d'apport en sucre dans le cerveau. Okay. Et c'est valable aussi pour les muscles. D'accord. Et au niveau du ventre, en fait, est-ce qu'il y a une partie du ventre qui souffre plus de ne pas être alimenté, en fait? Parce que bon, on sait très bien l'alimentation crée de l'énergie. Pas que l'énergie, bien sûr, sous votre contrôle, mais quand même, en fait, voilà, on se sent plus fatigué, on n'est pas bien, on a des douleurs. Est-ce que tout cela, en fait, s'explique par le fait que nous jeûnons mal ou bien parce que nous digérons mal, en fait? Je ne sais pas si vous comprenez en fait le lien. Oui. Alors, il n'y a pas de souffrance particulière digestive. Il n'y a pas normalement ni intestin, ni estomac, ni côlon, ni foie, ni rate qui souffrent du jeûne. Après, on a un peu plus de mal quand on mange, parce que ce système-là, il est un peu mis au repos en fait dans la journée, vu qu'on ne lui demande pas de travailler. Donc, il a moins les vaisseaux, à ce moment-là, ils travaillent moins. Et quand on va manger, on va demander d'un coup à toute l'usine de se remettre à travailler. D'accord. Et c'est surtout parfois un manque d'apport, un petit manque d'apport en sang qui fait qu'on a un peu plus de mal à digérer. Mais normalement, tout ça est mis au repos. Donc en journée, c'est pas gênant. Ok, parfait. Là, on va venir à la rupture. Je crois que c'est là où il y a à discuter, en fait, à alerter ou à informer nos chers musulmans, en fait. Est-ce que la rupture, de point de vue purement médical, en fait, point de vue estomac, en fait, ventre, disons, ou bien le tube digestif, est-ce qu'il y a des risques, en fait, réels ou pas? Parce que, en fait, selon mes connaissances, en fait, beaucoup de musulmans, à la rupture, soit ils mangent trop, donc quelles puissent être en fait les conséquences, soit ils mangent mal, en fait, tout simplement. L'estomac, c'est pas juste un bol, c'est pas juste un récipient. Déjà, il va travailler de manière différente en fonction de ce qu'on lui donne. Il ne se contracte pas pareil, il ne produit pas autant d'acide et d'autres enzymes pour digérer. Quand on lui donne de l'eau, quand on lui donne du sucré, quand on lui donne du salé, quand on lui donne du gras, quand on lui donne de l'acide, quand on lui donne du solide ou du moins solide, il ne digère pas pareil. Donc il faut respecter ça. Ça veut juste dire ne pas tout mélanger, que l'ordre a son importance. Donc quand on dit de toute façon on va digérer pareil, tout va se mélanger, ça, en fait. C'est pas exactement vrai. Il y en a qui ils mangent, en fait après ils disent bon, l'estomac en fait va se débrouiller, il va faire son travail. Est-ce que ça c'est vrai? Il va travailler, mais on va pas lui donner toutes les bonnes chances de travailler, d'une part, et d'autre part, la manière dont l'estomac digère, c'est une prédigestion. On n'absorbe pas les aliments à ce moment-là. En fait, il les broie. C'est un premier travail. Et ensuite, c'est le reste de l'intestin qui va finir de casser et qui va absorber. Et donc, en fait, selon comment l'estomac a bien ou pas bien travaillé initialement, et ben, le reste de l'intestin, il ne va pas absorber de la même manière. Particulièrement, plus l'estomac travaille bien, plus on lui donne la chance de bien broyer, de bien tout différencier, plus par exemple on va pouvoir bien bénéficier des vitamines qu'il y a dans nos aliments, plus le sucre va rentrer tout doucement, plus les lipides vont rentrer tout doucement, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des pics de cholestérol, de choses grasses dans le sang, de tous les lipides dans le sang pendant le ramadan, mais en fait on peut réguler ça avec l'alimentation, dans le sens où les fibres dont je vous ai parlé, elles régulent le transit, elles régulent aussi l'absorption. Donc on n'absorbe pas pareil les glucides, on n'absorbe pas pareil les lipides en fonction des fibres. Ça fait un peu tampon.
Et donc en gros, plus on va avoir une alimentation riche, diversifiée, plus le sucre il va monter tout doucement dans le sang, plus les lipides ils vont monter tout doucement dans le sang. Et quand ça monte tout doucement dans le sang, et ça évite déjà d'avoir des pics où on se sent pas bien. Et ensuite, le reste du corps va pouvoir bien travailler. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se met à jeun, on a quand même des réserves. On arrive quand même à fonctionner. Parce que le foie, qui est un organe un peu magique, grosso modo, c'est surtout le foie, il fait bien son travail. Le foie, au fur et à mesure de la journée, il va continuer à donner du sucre. Pourquoi? Parce que c'est un des principaux organes qui stocke le sucre et c'est l'organe, le seul, qui est capable de fabriquer du sucre à partir du gras. Parce qu'il faut savoir que le cerveau, lui, il fonctionne qu'avec du sucre. Il ne peut pas fonctionner avec le gras. Alors que les muscles, eux, ils peuvent très bien fonctionner. Alors c'est désagréable, mais ils savent fonctionner avec des corps gras. Par contre, le cerveau, non. Il faut lui donner du sucre. Et donc le foie, il sait faire ça. Et donc plus l'alimentation se fait régulièrement, la digestion lentement, plus le foie il pourra bien absorber et mieux faire son travail dans la journée. D'accord. Alors, si bien compris, on va être pratico, comme on dit. Donc, le fait qu'il y a une tradition qu'on commence par du sucre par les dates, shorba, quelque chose en fait, voilà, de liquide, disons, et après on passe au solide. Est-ce que ça correspond en fait au fonctionnement, au système? Globalement, oui, parce que shorba, normalement, il y a tout dedans. Il y a du liquide, il y a des corps gras, il y a des glucides, il y a souvent des pâtes, il y a les fibres, parce que souvent on y met des légumineuses et des légumes, et il y a les protéines avec la viande. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrive à incorporer là-dedans l'eau. D'accord. Parce qu'en fait, on a souvent du mal à trouver le temps, le bon timing pour mettre de l'eau. Ouais, effectivement. Et ensuite, sur le plat principal, en fait, finalement, c'est 2 repas en soi. Shorba plus le plat, c'est 2 repas différents. Donc, il faudrait laisser le temps entre shorba et le plat principal. Il y a des gens, ils font ça, ils vont faire la prière, ils vont trawih, ils rentrent, ils mangent le 2e plat. C'est encore un autre repas. Donc, idéalement, ce serait ça. Bon, idéalement, oui, parce que je crois, mais moi, ce que je retiens, c'est que nos ancêtres qui nous ont transmis cette tradition, parce que c'est de la tradition quand même, hein, je crois qu'ils ne sont pas loin de la médecine, hein, ils ne sont pas loin en fait, des études récentes sur comment digérer, comment en fait, faire très attention à notre estomac. Docteur Oumaima, merci beaucoup pour cette première intervention. Merci de m'avoir reçu. En plus, c'est le premier jour, donc machallah, c'est très bien. J'espère que vous avez appris, nous avons appris. En fait, en réalité, moi-même, honnêtement, j'ai beaucoup appris. Lorsqu'on connaît notre corps, je crois que c'est la meilleure manière pour bien vivre le mois de Ramadan, parce que nous le savons très bien, lorsqu'on tombe malade pendant le Ramadan, bon, je vous épargne en fait le reste. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci. Barakallahu fik. Merci.